J'ai réuni pour vous les séries de sci-fi les plus intéressantes du moment. Certaines sont déjà là, d'autres arrivent tout bientôt. Jordan's just keeping it warm. It could take the form of any species. On commence par le plus gros pari à kit ou double de HBO cette année. La bande-annonce finale dévoilée au Comic-Con a enfin montré ce que les fans attendaient depuis 2 ans. Les anneaux à l'œuvre, les constructs d'énergie, les Manhunters en face et Laura Linney en gardienne de l'univers. Mais l'essentiel n'est pas là. Il est dans le ton. C'est un polar sombre, au fin fond de l'Amérique, où le vétéran Hal Jordan et le bleu Jon Stewart enquêtent sur un meurtre, pendant que l'espace ne fait qu'affleurer au bord du cadre. Le scénario est signé Damon Lindelof et Tom King, et vendre ça comme un True Detective aux anneaux verts ne manque pas de culot. Un seul point coince. Presque tout se joue sur Terre, et une partie des fans de la première heure râlent déjà qu'on leur avait promis la galaxie. This is my job. In brightest day. They're after you two now. Fire. Un de ces cas rares où la 2e saison promet de faire plus peur que la première, et dans le bon sens. Blake Crouch a bouclé l'adaptation de son roman dès la première salve. Alors il écrit maintenant une suite originale qui n'existe dans aucun livre. Et il résume l'ampleur ainsi, plutôt 5 films qu'une saison de série. Jason Dessen tente encore de garder sa famille à flot. Sauf que cette fois, l'histoire éclate en 3 groupes qui errent chacun de leur côté à travers des réalités parallèles. Joel Edgerton et Jennifer Connelly rempilent. La post-production s'est étirée sur 8 mois et l'argent se voit à l'écran. Ce qui m'accroche, c'est le nerf de l'idée. I need to understand how you did this. The less you know at this stage, the safer you are. Et voilà l'outsider discret de toute la liste. Le cyber-thriller de Peter Kosminski sur les analystes du GCHQ britannique est sorti dès 2022, sans bruit et avec des audiences molles, et peu de gens croyaient à une suite. Mais la chaîne a soudain donné son feu vert, et 4 ans plus tard, l'équipe est de retour. La série a une astuce qu'on ne trouve pas dans le drame d'espionnage classique. Le code et les cyberattaques sont montrés littéralement de l'intérieur de la tête, comme un casse-tête visuel que l'héroïne assemble en temps réel. Simon Pegg reprend le chef des opérations. Et l'intrigue tourne autour des suites d'une grosse cyberattaque russe et d'une taupe au sein même de la maison. Worst place in the world. Don't give that place everything. Leave some for us. What is this really about? These are very serious. Le monde de Avatar bifurque pour la première fois depuis longtemps vers un versant vraiment sombre. L'action bondit bien au-delà des airs d'Aang et de Korra, dans un futur brisé par un cataclysme monstrueux où la nouvelle Avatar, une jeune maîtresse de la Terre nommée Pavi, n'est pas vue comme une sauveuse, mais comme le présage de la fin de l'humanité. Elle et sa jumelle disparue sont traquées par des ennemis venus du monde des vivants, comme de celui des esprits. Et tout l'équilibre repose sur les 7 derniers refuges, prêts à s'effondrer. Les créateurs d'origine, Di Martino et Konietzko, sont de retour, dessinent de nouveau dans la bonne vieille animation 2D, et puisent cette fois nettement dans la culture indienne plutôt que dans les motifs asiatiques habituels. Humanity. Quand le projet a été annoncé, je ne voyais pas à quoi il servait, et une part de ce scepticisme est restée. Et pourtant, la bande-annonce du Comic-Con a l'air chère, de façon presque indécente, avec sa pluie de néons, ses voitures volantes et cette mélancolie de Villeneuve, déménagée au format série. Visuellement, ça respire le futur poisseux d'un néo-noir taillé pour les cahiers. C'est la toute première série en prise de vue réelle de l'histoire de la saga.
et elle fait un bond d'un demi-siècle après les événements de 2049. Dans un monde où les réplicants ont déjà relégué les humains sur le bas-côté. Michelle Yeoh joue une réplicante Blade Runner, à qui il ne reste que quelques jours. Et Hunter Schafer, une fugitive forcée de se faire passer pour une chasseuse. Humans want what was taken from them. Caleb. What's that one? Right there. Right there. Find your mother. That thing is taking us to the school? Une série déjà sortie et qui a coupé le public net en deux. La critique lui a mis un bon 80 et quelques pourcents. La note du public a chuté de près de moitié et une partie des Trekkies l'a déjà surnommé Beverly Hills 90 210 dans l'espace. Le pitch est simple. 32e siècle, la première promotion de cadets en 100 ans. Holly Hunter en directrice de l'académie âgée de 400 ans et Paul Giamatti en méchant qui a des comptes à régler. Un drame ado d'amitié, de rivalité et de premières amours à la sauce Trek. Et c'est justement le ton qui a déclenché la guerre dans les avis, jusqu'au sabotage organisé des notes. Je trouve que les deux camps ont un peu raison. It's time for you to stop telling. Times I feel invisible, but mostly awkward. Let's go! Le dense thriller d'espionnage de Taylor Sheridan repart pour un troisième tour. Zoé Saldana reprend la tête du programme Lioness de la CIA, qui recrute et forme des femmes agents pour frapper les sommets des réseaux terroristes. Et cette saison, la guerre s'invite de plus en plus loin jusque chez elle. Nicole Kidman, Morgan Freeman et Michael Kelly rempilent. La mise est sur les réseaux cachés, les taupes et les trahisons intimes. Le métier est là. L'action coûte cher. Les premières critiques penchent vers le bon. Sauf que surprendre, soyons honnêtes, cette franchise ne sait plus le faire. Du cinéma de genre fiable pour qui vient précisément pour Sheridan. Move. Kara. Your father. Pendant que The Mandalorian et Grogu se prenaient un haussement d'épaule au cinéma, le plus intéressant de la galaxie s'est passé à voix basse et est déjà dehors. C'est la toute première vraie série d'animation japonaise de l'univers Star Wars, née du meilleur épisode de l'anthologie Visions, avec derrière le studio Production IG et le réalisateur Kenji Kamiyama. L'histoire poursuit le chemin de la jeune Jedi Kara, dans un monde où les Jedi sont depuis longtemps passés à l'état de légende et où un sabre laser est presque introuvable. Formellement, tout cela se tient à l'écart du grand canon. On peut donc la regarder sans avoir révisé les 9 films. Les 8 épisodes sont tombés d'un coup. Et à en juger par les bandes annonces, c'est à peu près ce que la saga a sorti de plus stylé depuis des années. La fin de ce qu'on a longtemps jugé inadaptable. Netflix boucle sa saga colombienne tirée du roman de Garcia Marquez. Et cette deuxième partie couvre les 50 dernières années de Macondo. La mue de l'utopie en une ville dévorée par le progrès, la violence et la malédiction annoncées de longue date sur la lignée des Buendia, tournée entièrement en Colombie avec la participation des fils de l'écrivain, et la réalisatrice Laura Mora dit qu'ici chaque épisode fonctionne comme un film, avec un final monté presque comme un long métrage de 2 heures. Par l'ambition et par l'image, c'est l'une des plus belles choses de l'année. Le cas où impossible à adapter a viré à impossible d'en détacher les yeux. Now is the mighty hour come. How would you like to rise with it? Avec cette série, j'ai une relation compliquée. Et la 3e saison n'est pas pressée d'y remédier. Sur le papier, tout sonne massif. Un bon saut dans le temps,
la guerre des elfes et de Sauron à son apogée, et le Seigneur des Ténèbres qui forge enfin l'anneau unique. Les showrunners appellent ça un redémarrage en douceur et promettent de nouveau que ce sera plus sombre, exactement comme ils le promettaient avant la deuxième. Ce qui met la puce à l'oreille, ce n'est même pas l'intrigue, mais le plan de diffusion. 4 épisodes d'un coup, puis 2 par 2, le tout ramassé sur 3 semaines, comme si Amazon n'était pas sûr lui-même que le public tienne jusqu'au final au rythme hebdomadaire. La question principale que je pose à ce projet est simple. Pourquoi relancer ce que les films ont clos à la perfection il y a à peine 14 ans? La réponse de HBO tient au format. Un livre par saison, un marathon de 10 ans jusqu'en 2037 et la possibilité de montrer ce qui n'était pas rentré au cinéma. Mise en scène par Mark Mylod, celui de Succession, showrunneuse Francesca Gardiner. Et un casting adulte solide, avec John Lithgow en Dumbledore, Paapa Essiedu en Rogue et Nick Frost en Hagrid. Les 3 gamins ont été choisis parmi plus de 30 000 candidats. Et le premier teaser a déjà montré l'enfance de Harry dans le placard, sous l'escalier. Le départ a été fixé à une date symbolique, le jour même de Noël. They stood up for what they believed was right. Story about the Straw Hat Pirates begins. Un spécial d'animation en 2 parties qui réassemble les 2 premières saisons de la version live en briques de plastique et le fait avec un culot charmant. L'histoire est racontée par Usopp, un narrateur baratineur de première, qui gonfle ses propres exploits devant le Bleu Chopper, pendant que le reste de l'équipage débarque dans le cadre toutes les 2 minutes pour le contredire. Le studio canadien Atomic Cartoons a tout bâti sur la vraie physique des mini-figurines, sans flou de mouvement et avec des effets littéralement montés en pièces. Les voix viennent du casting de la version live, aux côtés des voix japonaises d'origine. Et Oda lui-même figure à la production. Wait, that's not right. What? That's how I remember it. L'une des rares choses de la liste qu'on peut appeler de la vraie sci-fi sans rabais, et elle prend son élan. La 3e saison bat sur 2 temps à la fois. Au présent, la Juliette de Rebecca Ferguson survit à son nettoyage, mais revient avec des trous de mémoire, tandis que le silo se remet encore de la révolte. Et en parallèle, on nous montre enfin le avant, le comment et le pourquoi de l'humanité enfouis sous terre. La base, ce sont les livres de Hugh Howey. À la barre, il y a Graham Yost. Et, point important, la 3e a été tournée dans la foulée de la 4e et dernière. On s'approche donc, pour de bon, du dénouement de tout le mystère. There's something I have to do to protect everyone. The end of the world cannot be stopped. 30년 전 그때 일이 궁안에 다시 벌어지고 있어. Et voilà la surprise dont je n'attendais pas tant. Cet horreur coréen sombre planté dans l'ère Joséon est sorti sans tambour ni trompette sur Netflix et est presque aussitôt devenu l'un des cartons de l'été, grimpant à la 2e place mondiale et récoltant d'excellentes notes. Au centre, Gushon, un chasseur de fantômes capable de passer dans le monde des morts, et Saengang, une dame de cour qui entend les voix des défunts que le roi envoie démêler la malédiction qui s'est abattue sur le palais. Le réalisateur Choi Jung-kyu et le duo de scénaristes de Bulgasal mêlent intrigue historique, épouvante et humour noir. Le tout avec une image qui frappe vraiment. Une chose solide et atmosphérique en 8 épisodes à peine, avalés en une soirée. You really think you can change it here? We're built. I need help rounding up the walkers.
On referme la liste sur la preuve que la franchise Walking Dead refuse encore de se coucher dans la tombe. Cette saison, Maggie et Negan mettent pour la première fois leur vieille inimitié de côté pour bâtir la première communauté vivante de Manhattan depuis l'Apocalypse. Et la ville, forcément, ne leur laisse aucun répit. Le showrunner a changé. Aux commandes, on retrouve Seth Hoffman de la série d'origine et l'équipe promet de secouer la formule, jusqu'à un épisode dans une réalité alternative. Le New York en ruine, avec ses ponts et ses tunnels, reste le décor le plus texturé de tout l'univers. Ça, on ne le lui enlève pas. We gotta keep the tanks full.